Le ciel de Guadalajara se parait d'une teinte orange ardente qui tombait sur les toits en terre cuite, tandis que les cloches de l'église voisine sonnaient pour la messe de 6 heures. Dans ce quartier, fait de rues pavées et de fresques murales colorées qui racontaient la tradition et la fierté, une histoire était sur le point de se briser. Mariana, à seulement 19 ans, son sac à dos de l'université sur les épaules, rentrait chez elle sans se douter que ce qui avait toujours été son refuge cesserait bientôt de lui appartenir. La promesse d'une assiette chaude de molle qui l'attendait habituellement sur la table, l'étreinte de son père après de longues heures de travail à la menuiserie et les discussions sur son rêve de devenir infirmière faisaient partie d'un univers qui commençait à se fissurer en silence. Ce qui semblait être une routine immuable allait bientôt se transformer en un dédale d'émotions et de décisions douloureuses. Et ici, je veux m'arrêter un instant, car ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas seulement l'histoire de Mariana, mais le reflet des blessures que de nombreuses familles endurent lorsque l'orgueil et l'amour ne savent pas coexister. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui touchent le cœur et nous laissent des leçons qui transforment des vies. Mariana était une jeune femme pleine de vie, avec un large sourire qui illuminait les après-midi gris. Elle étudiait les soins infirmiers dans une université publique grâce à des bourses et aux efforts qu'elle fournissait dans de petits emplois. Sa mère était décédée des années auparavant, et depuis, son père, Don Ernesto, était devenu le pilier de son existence. Pour elle, il était un exemple de discipline, de travail acharné et d'affection inconditionnelle. Mais les choses ont changé quand Ernesto a rencontré Laetitia. Au début, Mariana a tenté de l'accueillir avec politesse, essayant d'accepter l'idée que son père puisse refaire sa vie. Cependant, avec le temps, Laetitia a révélé un caractère âpre, exigeant, avec des gestes qui ressemblaient plus à ceux d'une propriétaire que d'une compagne. Son regard froid et ses commentaires chargés de reproches ont peu à peu miné l'atmosphère. « Je ne comprends pas pourquoi ta fille doit toujours être au milieu de tout », disait Laetitia d'un ton sec en arrangeant les nappes brodées dans le salon. « C'est ma fille, Laetitia, elle vit ici. » « C'est sa maison, répondait Ernesto au début, d'une voix fatiguée mais ferme. Une femme a besoin de son espace, et je n'ai pas l'intention de partager chaque recoin avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Mariana entendait ces disputes depuis sa chambre, les larmes contenues et une boule dans la gorge. Il ne s'agissait pas d'un manque de respect, mais du sentiment qu'on lui arrachait ses racines. Le quartier où ils avaient grandi était plein de souvenirs. Les jeux sur la place avec ses amis, les dimanches au marché à acheter des tamales, les sérénades des mariachis qui passaient à proximité lors des fêtes patronales. Tout cela faisait partie d'un Mexique vivant, où les rues étaient les témoins de l'union des familles. Cependant, au sein de sa propre maison, cette union se défaisait peu à peu. Mariana essayait de maintenir la paix. Elle cuisinait, nettoyait, étudiait en silence et s'efforçait de ne pas causer de problème. Mais le rejet de Laetitia était de plus en plus évident. De petits gestes, comme déplacer ses livres, lui interdire d'utiliser la cuisine à certaines heures ou des commentaires sarcastiques sur le fait qu'elle était un fardeau, construisaient un mur invisible entre le père et la fille. Un après-midi, alors qu'elle préparait ses notes pour un examen important, Mariana entendit la voix de Laetitia résonner comme une sentence. « Ernesto, tu dois choisir. Je ne vais pas continuer à supporter ça. » Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel cri. Ce silence fut l'écho du début d'une fracture qui deviendrait bientôt irréversible. Mariana sentit un frisson parcourir son dos. Quelque chose en elle lui disait que le pire était à venir, même si elle voulait encore croire que son père ne la laisserait jamais seule. Ce n'était que le début d'une épreuve qui mettrait à l'épreuve sa foi, son caractère et sa capacité à résister. Un chemin rempli de larmes, mais aussi de découvertes. Et même si elle ne le savait pas encore, cette blessure ouvrirait la porte à une leçon qui les marquerait tous pour toujours. Les murs de la maison, autrefois chaleureux et ornés de photographies de famille, commençaient à sembler étranges à Mariana.
L'arôme des plats que son père préparait les jours de fête avait été remplacé par les repas sophistiqués que Laetitia imposait, avec des recettes qui semblaient manquer de cette saveur maison si réconfortante. Chaque recoin de la maison transmettait désormais un message silencieux. Elle n'avait plus sa place ici. Le matin, lorsque Mariana partait pour l'université, elle évitait de croiser le regard de Laetitia. La femme arpentait le salon d'un pas assuré, comme si chaque meuble et chaque détail lui appartenait en exclusivité. Mariana essayait de ne pas y prêter attention, mais le malaise était palpable. « N'oublie pas de faire ton lit avant de partir », dit Laetitia un matin d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « C'est déjà fait », répondit Mariana à voix basse, ajustant son sac à dos sur son épaule. « Eh bien, ça ne se voit pas. Cette maison a besoin d'ordre. » Le commentaire resta en suspens dans l'air comme une ombre, laissant Mariana avec un nœud à l'estomac. Elle se dirigea rapidement vers la porte, souhaitant échapper à cette tension qui semblait croître de jour en jour. Quand elle rentrait l'après-midi, elle espérait au moins trouver son père dans l'atelier de menuiserie de la cour, travaillant de ses mains sur les meubles qui le passionnaient tant. Cet endroit avait toujours été un refuge rempli de l'odeur du bois fraîchement coupé et du vernis. Cependant, même là, elle sentait désormais la distance. Ernesto était de plus en plus silencieux, comme si ses mots s'étaient épuisés dans les disputes avec Laetitia. « Mais comment s'est passée ta journée à l'école, ma fille ?» demandait-il de temps en temps en s'essuyant la sueur du front. « Bien, papa. Je prépare un examen difficile d'anatomie. »« C'est bien, » répondait-il, mais la conversation s'éteignait rapidement, comme s'il craignait de la prolonger. Mariana remarquait que son père ne défendait plus avec la même fermeté la place qu'elle occupait dans la maison. Il y avait une lassitude dans son regard, une usure dont elle ne savait si elle provenait du travail ou de la pression de Laetitia. Ce qui était autrefois de la complicité entre eux s'était transformé en un silence gênant. Le soir, l'atmosphère devenait encore plus pesante. Pendant le dîner, Laetitia occupait le bout de la table et parlait de ses projets, de sa manière d'organiser la maison, de ses critiques envers les voisins. Mariana touchait à peine à son assiette, tandis que son père hochait la tête, évitant les confrontations. « Je ne comprends pas pourquoi tu continues à étudier autant », commenta Laetitia lors d'un de ses dîners, en se servant plus de riz. « Je veux finir mes études. Devenir infirmière est mon rêve », répondit Mariana, soutenant son regard avec courage. « Les rêves ne paient pas les factures », dit la femme avec dédain, tandis qu'Ernesto baissait les yeux vers son assiette. Le cœur de Mariana se serra. Ce n'était pas seulement le manque de soutien, mais l'indifférence de son père qui faisait le plus mal. La maison dans laquelle elle avait grandi, où sa mère accrochait autrefois des fleurs fraîches dans les vases, devenait un lieu où elle ne trouvait plus de réconfort. Les murs peints dans des tons clairs semblaient maintenant froids. Les cadres de famille avaient été remplacés par des décorations modernes sans histoire. Même la cour où elle jouait enfant lui semblait distante, comme si chaque espace lui était peu à peu arraché. Pourtant, Mariana essayait de résister. Dans ses prières nocturnes, elle demandait de la patience, de la force pour ne pas tomber dans le ressentiment. Mais au fond, elle savait que la bataille était inégale. Chaque geste, chaque mot de Laetitia était un rappel constant qu'elle était en train de perdre son père, non pas à cause de la mort comme avec sa mère, mais à cause d'une décision silencieuse et douloureuse. La tension s'accumulait comme un orage à l'horizon. Mariana le pressentait. Le point de rupture était proche, et même si elle ne voulait pas l'imaginer, elle sentait que le jour viendrait bientôt où cette maison, celle-là même où elle avait appris à marcher, à lire et à rêver, cesserait d'être la sienne, pour toujours. Le ciel de Guadalajara s'assombrit sous une pluie soudaine qui frappait les toits avec force. Le son des gouttes tombant sur les fenêtres accompagnait l'atmosphère chargée à l'intérieur de la maison. Mariana était rentrée fatiguée de l'université, ses notes trempées par l'orage. À peine avait-elle fermé la porte qu'elle entendit la voix de Laetitia, ferme et tranchante. « Ernesto, ça ne peut plus continuer comme ça. Ta fille doit partir. » Le cœur de Mariana fit un bond. Son corps se tendit et ses mains tremblèrent tandis qu'elle serrait fort son sac à dos contre sa poitrine.
Depuis le couloir, elle pouvait entendre clairement chaque mot. « Laetitia, ce n'est pas si simple, » répondit son père d'un ton las. « Pas si simple. Tu ne me respectes pas en tant qu'épouse si tu permets qu'elle reste ici. J'ai besoin d'un foyer pour nous, pas pour ton passé. » Le silence s'étira quelques secondes. Mariana aurait voulu entendre la voix ferme de son père la défendre, comme tant de fois dans son enfance, mais ce qu'elle entendit fut un long soupir, une lassitude qui la transperça comme un poignard. « Mariana !» appela Ernesto en sortant dans le salon, le visage sombre. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sût déjà. Il baissa le regard, évitant son visage. La pluie continuait de frapper les vitres comme un tambour d'adieu. « Ma fille, je pense qu'il vaudrait mieux que tu cherches un autre endroit où rester. » L'air sembla s'échapper de sa poitrine. Mariana sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. « Tu es en train de me chasser de ma propre maison ?» dit-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas ça, c'est juste que les choses ont changé. Comprends que j'ai besoin de paix dans ce foyer, » balbutia Ernesto, les yeux vitreux. « La paix ?» répéta Mariana, les larmes aux yeux. « Et moi, papa, je ne mérite pas la paix ?» Laetitia observait depuis la table, les bras croisés, une expression de triomphe silencieux. Mariana monta dans sa chambre d'un pas chancelant, sentant chaque marche plus lourde que la précédente. Elle regarda autour d'elle, le lit qu'elle avait partagé avec sa mère les nuits de fièvre, les livres empilés sur la table de chevet, les photos de famille encadrées qui gardaient encore des sourires heureux. Tout ce qui était à elle semblait se transformer en souvenirs étrangers. Elle s'agenouilla devant le lit et pleura en silence, une douleur lui brûlant la poitrine. Puis, avec la décision qui naît de l'orgueil blessé, elle commença à mettre ses affaires dans une valise. Cahiers, vêtements simples, un chapelet hérité de sa mère. Chaque objet semblait peser des tonnes, car ce n'étaient pas seulement des vêtements. C'étaient des fragments de sa vie arrachés à la racine. En descendant, Ernesto attendait près de la porte. Ses mains tremblaient comme s'il perdait lui aussi quelque chose de précieux. « Ma fille, Lay tenta-t-il de parler, mais Mariana l'interrompit. « Ne dis rien, papa, j'ai tout compris. » Sa voix sortit ferme, bien que ses yeux fussent inondés de larmes. Elle se dirigea vers la porte, sentant le froid de la pluie s'infiltrer par la fente. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je veux juste que tu saches que je n'aurais jamais pensé que tu me lâcherais de cette manière. J'ai toujours cru que j'étais ta priorité. » Ernesto baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Laetitia, derrière lui, observait en silence avec un geste que Mariana n'oublierait jamais. Quand elle ouvrit la porte, l'eau de l'orage l'accueillit avec une force glaciale. Chaque goutte semblait marquer un adieu. Mariana franchit le seuil, sa valise à la main, sans parapluie, laissant la pluie la tremper complètement. Ce n'était pas seulement de l'eau qui tombait sur elle, c'était le poids d'une trahison qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle marcha dans la rue pavée d'un pas lent, tandis que le tonnerre illuminait le ciel. Le quartier qui avait autrefois été son refuge lui semblait maintenant lointain, presque hostile. Chaque maison, éclairée de l'intérieur, semblait lui rappeler qu'elle n'avait plus de foyer. Le cœur déchiré, Mariana comprit que la véritable tempête n'était pas dans le ciel, mais dans sa vie. Une tempête qui ne faisait que commencer. La pluie ne cessait pas, tandis que Mariana avançait, sa valise à la main, sentant que chaque pas l'éloignait davantage de tout ce qu'elle connaissait. L'eau trempait ses vêtements, ses cheveux collés à son visage, et le froid lui transperçait les os. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était la solitude qui s'installait dans son cœur. Elle n'avait pas de destination précise, seulement l'impulsion de s'éloigner le plus possible de cette maison qui n'était plus la sienne. Après plusieurs rues, elle se souvint de sa tante Rosa, la sœur cadette de sa mère, qui vivait à Tlacpac, un quartier plein d'artisans, de couleurs et de vie. Avec effort, elle monta dans un bus urbain, trempant le siège arrière. Les gens la regardaient avec curiosité, mais Mariana gardait les yeux fixés sur la fenêtre, observant les lumières de la ville se déformer derrière la vitre mouillée. En arrivant chez sa tante, elle frappa à la porte, les mains tremblantes. Rosa, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux pleins de tendresse, ouvrit, surprise. « Mariana, que fais-tu ici à cette heure et sous cette averse ?»
s'exclama-t-elle en la couvrant d'une couverture qu'elle avait sous la main. Tante, balbutia-t-elle, incapable de retenir ses larmes, papa m'a mise à la porte. Le visage de Rosa se durcit d'indignation, mais elle la serra aussitôt dans ses bras. Ma chérie, ne pleure pas. Ici, tu auras toujours une place. Peu importe ce qui arrive, tu es ma famille. La chaleur de ces mots contrastait avec le froid de la pluie. Pour la première fois cette nuit-là, Mariana sentit un petit soulagement. Les premiers jours chez sa tante furent un mélange de réconfort et de difficulté. La maison de Rosa était simple. Des murs peints dans des tons vifs, des meubles anciens usés par le temps et une cour pleine de pots de bougainvilliers. Il n'y avait pas de luxe, mais une atmosphère d'affection. Pourtant, la situation n'était pas facile. Rosa vivait de la vente d'artisanat sur les marchés et gagnait à peine de quoi subvenir à ses besoins. « Je n'ai pas grand-chose, Mariana, mais nous partagerons ce qu'il y a, dit-elle un soir, alors qu'elle dînait de haricots et de tortillas fraîches. Merci, tante. Peu m'importe ce qui manque, je suis juste reconnaissante de ne pas être seule, répondit Mariana, les larmes aux yeux. Mais la réalité montra bientôt sa dureté. Avec le peu d'argent qu'elle avait, Mariana devait aider à couvrir les dépenses tout en continuant à étudier. Elle accepta de petits boulots dans des cafés où elle servait des viennoiseries et du café de Hola très tôt le matin, et l'après-midi, elle aidait sur un marché local à organiser des étals de fruits. Ses mains finissaient fatiguées et son dos lui faisait mal après de longues journées. L'université devint un défi encore plus grand. Mariana assistait aux cours les yeux fatigués, parfois sans avoir assez dormi. Dans les couloirs, elle entendait d'autres étudiants parler de voyages, de fêtes ou de projets futurs, tandis qu'elle portait le fardeau de joindre les deux bouts. « Mariana, ça va ?» lui demanda une camarade en remarquant ses cernes. « Oui, je suis juste un peu fatiguée », répondait-elle, cachant le poids de sa situation. Malgré tout, elle s'accrochait à ses études. Chaque fois qu'elle ouvrait un livre d'anatomie ou pratiquait dans les laboratoires, elle sentait qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand que sa douleur, un avenir qui ne dépendrait de personne d'autre. Le soir, en rentrant chez sa tante, elle s'asseyait dans la cour éclairée par une vieille lampe à huile et révisait ses notes. Le chant des grillons et l'odeur de la terre mouillée l'accompagnaient, lui rappelant que même si la vie avait changé, elle avait toujours un but qui la soutenait. Cependant, la fatigue commençait à s'accumuler. Il y avait des jours où ses forces semblaient l'abandonner, et à l'intérieur, elle luttait contre le sentiment d'abandon. Mais une graine de résilience naissait aussi en elle, un feu silencieux qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais qui la maintenait debout. Mariana ne le savait pas encore, mais cette solitude si douloureuse serait aussi la forge où elle apprendrait à être plus forte. L'aube à Tlakpak arrivait généralement accompagnée du chant des coqs et de l'odeur du pain fraîchement cuit des boulangeries du quartier. Pour Mariana, ces sons et ces arômes n'étaient plus un simple fond sonore quotidien. Ils étaient devenus le début de ses longues journées de sacrifice. Elle se levait avant que le soleil ne dore les rues pavées, attachait rapidement ses cheveux en une tresse et partait d'un pas pressé vers le café où elle travaillait le matin. Là, l'agitation ne connaissait pas de répit. Les clients arrivaient pressés, commandant du café de Hola, des conchas et des tamales. Mariana servait avec un sourire las, jonglant avec de lourds plateaux, tandis que la vapeur du café embuait ses lunettes. Son patron, un homme à la voix rauque, reconnaissait rarement ses efforts. « Plus vite, Mariana, la cliente attend !» criait-il depuis le comptoir. « Oui, j'arrive !» répondait-elle, en prenant une profonde inspiration pour contenir sa frustration. Elle finissait son service, les pieds endoloris, et avec à peine le temps de déjeuner d'un sandwich aux haricots, avant de se rendre au marché où elle aidait à un étal de fruits. Là, elle passait des heures à porter des caisses, à ranger des oranges et des bananes, tandis que le soleil de midi lui brûlait la peau. « Ma petite, arrange mieux ces pommes, elles n'ont pas l'air belles comme ça », lui disait la propriétaire de l'étal, une femme exigeante qui souriait rarement. « Oui, madame », répondait Mariana sans protester. En fin d'après-midi, lorsqu'elle pouvait enfin s'asseoir dans les transports en commun pour se rendre à l'université, elle sentait que chaque muscle de son corps
réclamait du repos. Pourtant, en arrivant en classe, elle devait rester éveillée, prendre des notes d'anatomie, écouter des explications complexes, en essayant de ne pas prendre de retard. Ses camarades parlaient de projets et de stages avec enthousiasme, mais elle peinait à suivre leur rythme. « Mariana, tu viens avec nous réviser à la bibliothèque ?» lui demanda un camarade un après-midi. « Je ne peux pas, je dois retourner travailler », répondit-elle avec un sourire éteint. La vie universitaire, qui aurait dû être une période de découverte et d'amitié, s'était transformée en une lutte constante pour survivre. La fatigue était si grande que plus d'une fois, elle s'endormit sur ses livres dans la cour de la maison de sa tante. Rosa la trouvait la tête posée sur ses notes, le crayon encore à la main. « Ma fille, tu vas tomber malade si tu continues comme ça », lui disait-elle en lui caressant les cheveux. « Je n'ai pas le choix, tante. Si je veux obtenir mon diplôme, je dois tenir bon », répondait Mariana d'une voix faible mais ferme. Aux difficultés économiques et physiques s'ajoutait une discrimination voilée. Certains clients du café murmuraient des commentaires sur sa jeunesse, insinuant qu'elle n'était bonne à rien ou qu'elle devrait être mariée au lieu de travailler. D'autres la regardaient avec condescendance lorsqu'elle mentionnait qu'elle étudiait pour devenir infirmière, comme si rêver en grand était une audace. Pourtant, Mariana trouvait de petits refuges qui la maintenaient debout. Le dimanche, elle assistait avec sa tante à la messe dans une église coloniale de Tlakpak. L'écho des chants, l'odeur de l'encens et la lumière filtrante à travers les vitraux lui offraient un répit spirituel. Elle trouvait également du soulagement dans les fêtes patronales du quartier, où les mariachis jouaient des chansons qui lui rappelaient sa mère, et dans les conversations avec des voisins qui l'encourageaient avec des mots simples mais sincères. « N'abandonne pas, ma petite. Ta mère serait fière de toi », lui dit un voisin âgé un après-midi en la voyant arriver épuisée mais souriante. Ce genre de phrase lui redonnait des forces, même si la fatigue ne disparaissait jamais complètement. Chaque jour semblait une bataille contre le temps, contre la faim et contre le désespoir. Et pourtant Mariana résistait. Au fond de son cœur, elle savait que tous ses sacrifices avaient un but. Bien que la solitude et la dureté du chemin lui pèsent, elle la forgeait aussi. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Elle apprenait à être plus forte, même si elle ne parvenait pas encore à le voir clairement. Le destin lui réservait des épreuves encore plus grandes, mais cette graine de résistance poussait déjà en silence. Le soleil de midi plombait sur les rues de Tlakpak lorsque Mariana sortit de l'université, fatiguée, portant dans ses bras plusieurs livres d'anatomie. Elle avait passé toute la matinée en cours et son service au café l'attendait encore. Alors qu'elle marchait, distraite, elle heurta quelqu'un qui venait en sens inverse. Les livres tombèrent au sol, s'éparpillant sur le trottoir. « Pardon, je n'ai pas fait attention », dit une jeune voix, tandis que la personne se penchait rapidement pour l'aider. Mariana leva les yeux et vit un jeune homme au sourire aimable et au regard serein. Il portait une chemise simple et un crucifix en bois autour du cou. « Ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute », répondit-elle en se penchant également pour ramasser les livres. « Vous étudiez les soins infirmiers ?» demanda le jeune homme en lisant les titres. « Oui, je suis en 2e année. » Le jeune homme sourit. « Je m'appelle Javier. J'étudie au séminaire pour devenir prêtre. » Cette rencontre apparemment fortuite marqua le début d'une amitié inattendue. Javier l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus et, pendant le trajet, ils conversèrent comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. « Vous avez l'air fatigué. Vous travaillez en plus de vos études ?» demanda Javier d'un ton sincère. « Oui, dans un café et sur un marché. Ce n'est pas facile, mais je dois le faire si je veux obtenir mon diplôme, » répondit Mariana avec un soupir. « Ça doit être dur, mais vous savez, Dieu ne laisse jamais sans récompense celui qui lutte avec un cœur pur. » Les mots de Javier ne sonnaient pas comme un sermon, mais comme un soutien chaleureux, presque fraternel. Mariana, qui se sentait seule dans son combat depuis des semaines, trouva dans cette conversation un petit répit. Avec le temps, ils commencèrent à se croiser plus souvent. Parfois, il l'attendait à la sortie de l'université pour l'accompagner sur un bout de chemin. D'autres fois, elle le voyait aider à la paroisse du quartier, organisant des collectes de nourriture pour les familles dans le besoin.
Javier était quelqu'un qui irradiait la paix, non pas par absence de problème, mais par la manière dont il y faisait face. Un après-midi, alors qu'il partageait un épi de maïs sur la place, Mariana se décida à lui ouvrir son cœur. « Mon père m'a chassé de la maison à cause de sa nouvelle femme. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de sentir que vous n'avez plus votre place dans votre propre famille. » Javier la regarda avec attention, sans l'interrompre. Quand elle eut fini de parler, il répondit calmement. « Je ne peux pas imaginer votre douleur, mais je sais que la rancœur ne fait que vous voler votre force. Pardonner ne signifie pas justifier ce qu'ils ont fait, mais vous libérer pour continuer à avancer. » Mariana baissa les yeux, jouant avec le bâtonnet de l'épi de maïs entre ses mains. « Ça semble facile quand vous le dites, mais je ne sais pas si je peux pardonner une chose pareille. »« Vous n'avez pas à le faire tout de suite, » répondit-il. « Commencez simplement par ne pas laisser la haine s'installer dans votre cœur. » Cette conversation resta gravée dans l'esprit de Mariana. Ce soir-là, en rentrant chez sa tante, elle se surprit à prier avec plus de calme que d'habitude, comme si les mots de Javier avaient allumé en elle une petite étincelle d'espoir. Leur amitié grandit. Javier l'écoutait sans la juger, et Mariana partageait avec lui ses soucis et ses rêves. Il lui parlait de sa vocation, de comment il sentait que servir les autres était la manière la plus pure de vivre, et ses paroles l'inspiraient à ne pas abandonner sa carrière d'infirmière. Dans un monde qui semblait lui fermer des portes, Javier devint une fenêtre vers la lumière. Il ne résolvait pas ses problèmes matériels, ni ne pouvait lui enlever sa fatigue, mais il lui offrait quelque chose dont elle avait un besoin urgent. Une compagnie sincère et la foi que tout avait un but. Mariana commençait à découvrir que l'amitié pouvait aussi être une forme de refuge, et que peut-être, au milieu de la dureté de la vie, Dieu l'avait mis sur son chemin pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Tandis que Mariana commençait à trouver une lueur d'espoir au milieu de sa lutte quotidienne, la vie à l'intérieur de la maison de son père suivait un cours très différent. À première vue, la façade semblait tranquille, une demeure ordonnée avec des meubles neufs que Laetitia avait choisis avec soin et un silence qui paraissait être la paix. Mais derrière ces murs, la tension grandissait comme des braises cachées qui menaçaient de s'embraser à tout moment. Ernesto, qui avait toujours été un homme simple et travailleur, se sentait de plus en plus piégé dans un environnement qu'il ne contrôlait plus. La menuiserie, son refuge pendant tant d'années, ne lui procurait plus la même satisfaction. En coupant du bois, ses pensées revenaient sans cesse à Mariana. Il se souvenait de son rire d'enfant, des après-midi où elle l'attendait avec ses cahiers ouverts pour lui montrer ses dessins, et de la promesse qu'il avait faite un jour à sa défunte épouse. « Je ne laisserai jamais notre fille seule. » Mais ces souvenirs se heurtaient à la voix de Laetitia, qui semblait résonner dans chaque recoin de la maison. « Encore en train de penser à elle », lui reprocha-t-elle un après-midi en le voyant distrait avec une photo de Mariana dans son atelier. « C'est ma fille, Laetitia. Je ne peux pas simplement l'oublier. »« Mais elle ne vit plus ici, » répondit-elle sèchement. « Si tu veux que notre mariage fonctionne, tu dois arrêter de traîner le passé. » Ces mots le blessaient, même s'il ne l'admettait pas. Il baissait la tête et gardait le silence, comme si le poids de sa décision d'avoir chassé Mariana s'enfonçait plus profondément à chaque discussion. Pendant ce temps, Laetitia jouissait d'un style de vie qu'elle cherchait à imposer. Dîners élégants, visites d'amis aux commentaires acerbes sur la jeunesse gâtée d'aujourd'hui et un contrôle absolu sur l'argent du foyer. Ernesto s'exécutait, bien qu'avec de moins en moins d'enthousiasme. « Il faut qu'on refasse le salon », dit-elle une fois en montrant des magazines de décoration. « Cette maison doit avoir l'allure qu'elle mérite. »« Le salon est très bien », tenta de répliquer Ernesto. « Non, rien ne va. Si tu veux que je reste, tu dois me donner la place que je mérite. » Cette phrase resta en suspens dans l'esprit d'Ernesto. « Si tu veux que je reste. » Il était passé d'un mari plein d'illusions à un homme qui marchait sur des œufs, craignant d'allumer l'étincelle d'une querelle. Pendant ce temps, dans la solitude de la nuit, les souvenirs de sa fille l'assaillaient. Il se demandait comment elle allait, si elle avait un endroit où dormir, si elle continuait ses études. Le doute le rongeait,
mais l'orgueil le retenait. Comment admettre qu'il avait commis une si grave erreur? De l'autre côté, Mariana, bien que luttant contre la fatigue et le manque de ressources, trouvait du réconfort dans de petits gestes. Les paroles de Javier, l'affection de sa tante, les sourires d'inconnus qui reconnaissaient ses efforts. Sa vie était difficile, mais authentique. Il y avait des sacrifices, oui, mais aussi un sentiment de croissance qui la renforçait. Le contraste était évident. Tandis que Mariana affrontait des épreuves qui la faisaient mûrir, Ernesto vivait dans une sorte de cage dorée, entouré d'une stabilité apparente, mais remplie de vide. Chaque fois que Laetitia lui imposait une nouvelle exigence, une partie de lui s'éteignait un peu plus. Un soir, en s'asseyant pour dîner, Ernesto observa la place vide qu'occupait autrefois Mariana à table. Le souvenir de son rire alors qu'elle racontait des anecdotes de l'université lui transperça la poitrine. Laetitia, remarquant sa distraction, le réprimanda, encore en train de penser à elle. « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit-il, la voix brisée. « Eh bien, tu devrais. Si tu continues comme ça, tu finiras par me perdre aussi. » Cette menace le laissa silencieux, mais à l'intérieur, un feu de doute commençait à grandir. Gagnait-il vraiment quelque chose en perdant sa fille? Tandis que Mariana trouvait de la force dans l'adversité, Ernesto se consumait dans le vide de son propre foyer. Et bien qu'il ne le reconnaisse pas encore, l'absence de sa fille était devenue une blessure que ni Laetitia ni le luxe ne pouvaient guérir. L'aube à Tlacpac apportait avec elle l'odeur des tamales et de l'atoll vendu dans les échoppes de rue. Mariana, les yeux fatigués et le sac à dos sur l'épaule, se dirigeait vers le café où elle travaillait depuis des mois. Chaque jour, elle arrivait ponctuellement, même quand elle avait à peine dormi. Ses efforts étaient constants, mais pas toujours reconnus. Ce jour-là, l'endroit était plus bondé que d'habitude. Des touristes parcouraient les rues et le local se remplissait du brouhaha des commandes et des conversations. Mariana se déplaçait d'un côté à l'autre, jonglant avec les plateaux, servant du café d'Ola et arrangeant les viennoiseries. La sueur perlait sur son front, mais elle gardait le sourire. Cependant, le propriétaire du café, Don Rogelio, semblait décidé à faire de sa journée un supplice. « Mariana, cette table attend depuis 5 minutes, tu ne sais pas être rapide !» cria-t-il avec impatience. « J'arrive, Don Rogelio. Je m'occupe des autres tables, » répondit-elle, s'efforçant de ne pas perdre son calme. « Eh bien, apprends à travailler correctement. » Les mots la blessèrent, mais elle serra les lèvres et continua. Au milieu de l'agitation, une cliente renversa accidentellement du café sur la nappe. Mariana accourut pour nettoyer, mais Rogelio, sans écouter les explications, déversa toute sa colère sur elle. « Toujours distraite, à quoi me sert quelqu'un comme ça ?» lança-t-il devant tout le monde. Les clients se turent, certains mal à l'aise face au ton de l'homme. Mariana sentit son visage brûler comme si chaque regard la jugeait. Une boule lui serrait la gorge, mais elle décida de ne pas pleurer. À la fin de son service, Rogelio l'appela dans l'arrière-boutique. « Je vais te déduire le prix de cette nappe de ton salaire. Je ne vais pas payer pour ta maladresse. » « Mais ce n'était pas de ma faute, Don Rogelio. C'est la dame qui a renversé le café. » répondit-elle courageusement. « C'est moi qui commande ici, et si ça ne te plaît pas, tu sais où est la porte. » Le coup fut dur. Mariana avait besoin de cet argent pour payer une partie du loyer et aider sa tante. Elle quitta l'endroit les yeux humides, sentant que le monde la poussait une fois de plus vers le bas. L'après-midi, en rencontrant Javier sur la place, elle ne put contenir ce qu'elle ressentait. « Aujourd'hui, on m'a humiliée devant tout le monde. On m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, et en plus, on va me le déduire de mon salaire. À quoi bon faire tant d'efforts si on me traite toujours comme si je ne valais rien ?» dit-elle d'une voix entrecoupée. Javier la regarda avec sérénité et lui offrit un verre d'eau fraîche qu'il avait acheté à un kiosque voisin. « Mariana, ce qui s'est passé est injuste, oui. Mais souviens-toi, ta valeur n'est pas définie par un patron injuste ou un commentaire cruel. Elle est définie par ce que tu portes en toi. Et qu'est-ce que je gagne à endurer tout ça ?» demanda-t-elle désespérée. « Tu gagnes en dignité, et cette dignité n'a pas de prix. Le monde est plein de gens qui essaieront de t'humilier, mais l'important est que tu ne leur livres pas ta paix. »
Ces mots la touchèrent profondément. Mariana prit une grande inspiration, laissant la colère se transformer en détermination. « Alors, je ne dois pas les laisser me changer ?» « Exactement, » répondit Javier. « Apprends à te défendre avec respect, mais ne laisse jamais la rancœur te contrôler. Jésus a enseigné que la véritable force réside dans le cœur humble, pas dans celui qui répond avec haine. » Ce soir-là, Mariana rentra chez elle et écrivit dans son cahier une phrase qu'elle ne voulait pas oublier. « Ma dignité n'est définie par personne d'autre que moi. » Bien que la fatigue pèse toujours sur son corps, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait fait un pas en avant. Elle comprit que l'injustice n'avait pas à se transformer en ressentiment. Elle pouvait, au contraire, être l'étincelle qui l'aiderait à grandir. Et même s'il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir, ce fut la première leçon qu'elle apprit vraiment dans son combat. Ne pas laisser la vie lui arracher son essence. Le marché de San Juan de Dios était en pleine effervescence ce matin-là. Les allées étaient remplies de l'arôme des tacos al pastor, du son des marchands vantant leurs produits et du murmure constant des acheteurs négociant les prix des fruits, de l'artisanat et des vêtements. Mariana se frayait un chemin dans la foule, avec un sac en tissu à la main, chargé d'acheter des légumes pour sa tante Rosa. Bien qu'épuisée par la semaine de travail et d'études, elle appréciait cette atmosphère bruyante, pleine de couleurs et de saveurs qui la faisaient se sentir vivante au sein de sa ville. Alors qu'elle choisissait des tomates à un étal, elle entendit une voix familière. Elle se retourna lentement et le vit, son père, Don Ernesto, debout devant un menuisier qui vendait des chaises sculptées. Sa silhouette, bien que solide, semblait plus voûtée qu'auparavant. Il portait le même chapeau usé que toujours, mais son visage montrait de nouvelles rides marquées par les soucis. Le cœur de Mariana fit un bond. Un instant, elle pensa à se cacher, mais ses pieds restèrent cloués au sol. Ernesto leva les yeux et, en la reconnaissant, resta immobile. Le brouhaha du marché sembla s'estomper, comme si tout le bruit s'était éteint en un instant. « Mariana !» murmura-t-il à voix basse, comme si son nom pesait sur ses lèvres. « Bonjour, papa !» répondit-elle, essayant de paraître calme, bien qu'un tourbillon d'émotions la secoue à l'intérieur. Il y eut un silence gênant. Le sac que Mariana tenait semblait peser plus que la normale. Ernesto tenta de s'approcher, mais son orgueil le retint à mi-chemin. « Tu as l'air différente. » Sa voix tremblait légèrement. « Je travaille et j'étudie beaucoup. La vie change quand on n'a plus de foyer où rentrer, » dit Mariana d'un ton serein, mais ferme. Les mots furent comme un coup silencieux. Ernesto baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Les gens continuaient de passer autour d'eux, portant des paniers, criant des prix, riant. Mais entre eux deux, un mur invisible s'était érigé. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » balbutia Ernesto. « Mais c'est ce qui s'est passé. » répondit Mariana sans élever la voix. Il n'y avait pas de colère dans son ton, seulement une profonde tristesse. Pendant un moment, tous deux gardèrent le silence, n'entendant que le murmure du marché. Mariana prit une profonde inspiration et décida de ne pas laisser l'amertume la dominer. Elle prit ses sacs avec détermination. « Je dois y aller. Ma tante m'attend. Prends soin de toi, papa. » Ernesto leva brusquement les yeux comme s'il voulait la retenir, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il parvint seulement à prononcer « Que Dieu te bénisse, ma fille ». Mariana hocha légèrement la tête et s'éloigna dans la foule. En marchant, elle sentait le poids de la rencontre sur sa poitrine. À l'intérieur, une partie d'elle voulait encore courir et le serrer dans ses bras, lui demander que tout redevienne comme avant. Mais une autre partie savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ernesto, quant à lui, resta debout à regarder sa fille disparaître dans la foule. Ses mains tremblaient et un vide se creusait en lui. Le souvenir de son regard, à la fois ferme et douloureux, l'accompagnerait longtemps. Pour Mariana, cette rencontre fut une épreuve de maturité. Elle aurait pu lui crier sa douleur, lui faire des reproches avec colère, mais elle choisit la sérénité. Elle avait appris que même si elle ne pouvait pas changer les décisions de son père, elle pouvait contrôler la façon dont elle y répondait. En rentrant chez elle avec les sacs de légumes, elle pensa aux paroles de Javier.
Le pardon ne signifie pas justifier ce qu'ils ont fait, mais te libérer pour continuer à avancer. Même si elle n'était pas encore prête à pardonner complètement, elle savait qu'elle avait fait un premier pas, ne pas laisser la rage la consumer. Le marché, avec tout son bruit et sa vie, avait été témoin de retrouvailles douloureuses, mais aussi révélatrices. Ce jour-là, Mariana découvrit que sa force intérieure était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. La nuit tombait sur Guadalajara et le silence dans la maison d'Ernesto était de plus en plus dense. Laetitia regardait la télévision dans le salon, changeant de chaîne avec impatience, tandis qu'il restait dans son atelier, assis devant une table couverte d'outils et de morceaux de bois inachevés. Cette menuiserie, autrefois un refuge de paix et de créativité, était devenue un espace de souvenirs douloureux. Ernesto prit entre ses mains une petite figurine que Mariana avait sculptée enfant. Un petit cheval maladroit aux pattes inégales, mais plein de tendresse. Il la caressait du bout des doigts, comme s'il pouvait remonter le temps. L'image de sa fille au marché le hantait depuis ce jour. Ce regard serein mais distant, cette voix qu'il avait saluée avec respect et tristesse, l'avait laissé briser à l'intérieur. Cette nuit-là, lorsque Laetitia entra dans l'atelier, la tension explosa de nouveau. « Toujours en train de penser à elle ?» demanda-t-elle d'un ton sec en croisant les bras. « C'est ma fille, Laetitia. À quoi t'attends-tu ? Je ne peux pas me la sortir de la tête, » répondit Ernesto, sans élever la voix, mais avec une fermeté qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. « Elle ne vit plus ici, Ernesto. Tu dois l'accepter. Maintenant, il y a toi et moi, et rien d'autre. » Il ferma les yeux, sentant un vide grandir dans sa poitrine. Il voulut répondre calmement, mais la frustration le submergea. « Et à quel prix, Laetitia ? À quoi bon avoir une maison ordonnée et silencieuse si je ne peux pas dormir en paix ?» dit-il en frappant la table de la paume de sa main. Laetitia resta silencieuse un instant, surprise par son éclat. Puis elle tourna sur ses talons et sortit, laissant derrière elle un écho de reproches. Ernesto s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. Les jours suivants furent un calvaire. Au petit déjeuner, Laetitia insistait pour parler de rénovation, d'achat de nouveaux meubles ou de projets de voyage, tandis qu'Ernesto touchait à peine à son assiette. Son esprit divaguait constamment vers Mariana. Mangeait-elle bien ? Continuait-elle ses études? Avait-elle un endroit décent où dormir? Au travail, sa concentration l'abandonnait. En ponçant une table, il se surprenait à penser aux anniversaires qu'il avait passés avec sa fille, aux après-midi où il l'emmenait par la main au marché, à la promesse non tenue à sa défunte épouse. Le remords s'enfonçait comme des échardes invisibles. Un après-midi, en rentrant à la maison, il trouva Laetitia en train de se disputer au téléphone avec une de ses amies. « Je ne supporte plus tes caprices, » dit-il à peine eut-elle raccroché. « Qu'insinues-tu » demanda-t-elle, les yeux plissés. « Que j'étouffe, que chaque jour ma fille me manque davantage et que je comprends de moins en moins pourquoi j'ai accepté cette vie. » Les mots sortirent comme un torrent, bien qu'il ne soit que la surface de ce qu'il ressentait. Laetitia le regarda froidement. « Si tu ne peux pas vivre sans ta fille, tu devrais peut-être te demander si tu veux continuer avec moi, » répondit-elle, lançant la menace comme une flèche empoisonnée. Cette nuit-là, Ernesto ne put trouver le sommeil. Il déambula dans la maison, observant les meubles neufs qui ne lui avaient jamais apporté de joie, les murs décorés de tableaux sans histoire. Il se sentit étranger dans sa propre maison. Alors, il comprit. Il avait perdu l'essentiel. Le pire était le souvenir du dernier regard de Mariana. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais un mélange de tristesse et de compassion qui le fit se sentir encore plus petit. Il se demandait comment il était possible que sa fille, après tout, ait eu la dignité de lui parler avec respect, alors que lui l'avait abandonné par peur et par orgueil. À l'aube, assis dans sa menuiserie, Ernesto comprit que quelque chose en lui s'était brisé. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il avait pris un chemin qui l'éloignait de tout ce qui comptait vraiment. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette fissure intérieure serait le début d'un changement inévitable. Les matinées chez Tante Rosa
était habituellement remplie de l'arôme du café de Holla et du chant des oiseaux qui voletaient parmi les bougainvilliers de la cour. Mais cette routine chaleureuse commença à s'estomper le jour où Rosa se sentit étrangement fatiguée. Au début, ce n'étaient que des vertiges et une toux persistante. Mariana pensa qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais la faiblesse devint bientôt évidente. « Tante, tu devrais aller voir un médecin », insista Mariana un soir en lui servant une assiette de soupe chaude. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce sont les maux de l'âge », répondit Rosa en essayant de sourire, bien que sa voix soit faible. Les jours passèrent, et la santé de Rosa se détériora. Mariana la trouvait de plus en plus fatiguée, la peau pâle et sans appétit. La peur s'empara d'elle, mais elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle paya une consultation médicale. Le diagnostic fut une maladie respiratoire compliquée qui nécessitait des soins constants et des médicaments coûteux. Mariana sortit du cabinet du médecin avec l'ordonnance à la main, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Le souvenir de sa mère malade revint comme une ombre douloureuse. Cette nuit-là, en regardant sa tante dormir avec difficulté, elle comprit qu'elle devrait redoubler d'efforts pour tout assumer. Les dépenses s'accumulèrent rapidement. Médicaments, consultations, nourriture spéciale. Mariana accepta plus de services au café, même si cela signifiait dormir moins et arriver épuisée à l'université. Ses mains, déjà marquées par le dur labeur, se couvraient de coupures et de callosités. Mais elle continuait d'avancer. « Ma chérie, ne t'épuise pas autant », lui dit Rosa d'une voix faible en la voyant rentrer tard un soir. « Ne vous inquiétez pas, tante, je peux gérer ça. Vous m'avez ouvert vos portes quand personne d'autre ne l'a fait. C'est à mon tour de prendre soin de vous, » répondit Mariana, les larmes aux yeux. Le quartier commença également à remarquer la situation. Des voisines apportèrent des bouillons et des atols chauds pour Rosa. Des jeunes organisèrent une petite collecte lors de la messe du dimanche, réunissant de l'argent pour acheter des médicaments. Ces gestes remplissaient de gratitude le cœur de Mariana, qui apprenait à apprécier la force de la solidarité communautaire. Au milieu de tout cela, l'université devint encore plus difficile. Il y avait des cours où elle peinait à garder les yeux ouverts. Un professeur, la voyant si épuisée, l'appela après le cours. « Mariana, vous êtes l'une de mes meilleures étudiantes, mais je remarque que quelque chose ne va pas. Ma tante est malade et je dois beaucoup travailler pour subvenir à ses besoins, » avoua-t-elle en baissant les yeux. « Vous êtes forte, n'arrêtez pas de vous battre pour votre carrière. Vous serez une excellente infirmière et tous ces efforts en vaudront la peine, » dit-il avec une fermeté qui lui redonna des forces. La maladie de Rosa rapprocha également Mariana de Javier. Un après-midi après la messe, il la trouva en train de pleurer dans un coin du parvis. « Je ne sais pas si je vais y arriver, Javier. Tout est trop lourd, » dit-elle en tremblant. « Bien sûr que tu y arriveras. Tu n'es pas seule. Je prierai pour ta tante et si tu le permets, je peux t'aider pour tout ce dont tu as besoin, » répondit-il en posant une main sur son épaule. Ces mots la soutinrent lorsqu'elle sentait que la vie lui échappait. Les nuits devinrent longues. Mariana se levait plusieurs fois pour s'assurer que sa tante respirait bien. Elle préparait des tisanes et veillait sur elle, les yeux pleins de fatigue. Le chant des grillons était sa seule compagnie pendant ces heures silencieuses, où la foi était la seule chose qui la maintenait éveillée. La douleur de voir sa tante malade se mêlait à une détermination de fer. Elle ne permettrait pas que la femme qui lui avait donné refuge souffre seule. Même si le monde semblait se refermer sur elle, Mariana était prête à résister, car elle savait que de cette épreuve naîtrait une nouvelle force en elle. La rumeur de la maladie de tante Rosa commença à se répandre dans le quartier et, peu à peu, parvint aux oreilles d'Ernesto. C'est un voisin qui, lors d'une conversation anodine à la menuiserie, lui mentionna ce qui se passait. On dit que Rosa est très malade et que Mariana s'occupe d'elle toute seule, commenta l'homme en récupérant une table commandée. Ernesto resta immobile, les mains posées sur le bois. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Il tenta aussitôt de dissimuler son émoi par un air sérieux, mais la nouvelle l'avait frappé au plus profond de lui. Cette nuit-là, alors que Laetitia parlait de projets pour redécorer la salle à manger, Ernesto écoutait à peine.
L'image de Mariana épuisée, prenant soin de sa tante malade, ne le quittait pas. À l'aube, incapable de dormir, il sortit dans son atelier et contempla la petite figurine en bois que sa fille avait sculptée enfant. Le remords devint insupportable. Le lendemain, il prit une décision. Sans rien dire à Laetitia, il se rendit à pied jusqu'à la maison de Rosa à Tlaquepaque. Le quartier était plein de couleurs, mais dans son cœur, tout semblait gris. Il frappa à la porte les mains tremblantes. Mariana ouvrit et, en le voyant sur le seuil, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « J'ai appris pour ta tante. Je veux aider, » dit Ernesto en baissant les yeux, comme s'il avait du mal à soutenir son regard. Mariana l'observa avec méfiance. Le souvenir de la nuit où il l'avait chassée brûlait encore dans sa mémoire. « Nous n'avons pas besoin de ta pitié. »« Nous nous en sommes sortis sans toi, » répondit-elle d'un ton ferme. « Ce n'est pas de la pitié, ma fille, c'est ma responsabilité. Rosa fait partie de la famille. Et toi aussi, » répondit-il, la voix entrecoupée. À ce moment-là, Rosa apparut dans le couloir, s'appuyant contre le mur. Son visage était pâle, mais ses yeux reflétaient la bonté. « Laisse-le entrer, Mariana. Ne gardons pas de rancune en temps de maladie, » dit-elle avec un faible sourire. À contre-cœur, Mariana céda. Ernesto entra et, pour la première fois depuis longtemps, s'assit dans ce modeste salon rempli de fleurs en pot et de vieux meubles qui dégagèrent de la chaleur. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « C'est pour les médicaments. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aidera. » Mariana le regarda avec méfiance. « L'argent n'efface pas ce qui s'est passé. »« Je sais, » répondit Ernesto. « Je n'essaie rien d'effacer. Je veux juste faire ce qui est juste, maintenant. » Rosa prit la main de sa nièce et celle d'Ernesto, les unissant doucement. « La vie est trop courte pour vivre divisée. Mariana, ton père veut aider. Laisse-le faire. » Les larmes menacèrent de couler des yeux de Mariana. Elle se leva sans rien dire et alla préparer du thé, essayant de cacher son émotion. Ernesto, en silence, aida Rosa à mieux s'installer dans le fauteuil. Ce geste simple, mais plein de tendresse, la toucha profondément. Les jours suivants, Ernesto commença à rendre visite à Rosa fréquemment. Il apportait des provisions, des médicaments et parfois s'asseyait simplement pour discuter. Il ne parlait pas beaucoup avec Mariana car elle gardait ses distances. Mais peu à peu, il remarqua que sa présence n'était plus rejetée de la même manière. « Papa, merci pour aujourd'hui », lui dit Mariana un après-midi en le raccompagnant à la porte. « Ne me remercie pas, c'est le moins que je puisse faire. » Le chemin vers la réconciliation était encore long et semé de blessures ouvertes. Mais ce pas marquait un début. Ernesto, pour la première fois depuis des années, sentait qu'il avait une chance de réparer quelque chose. Et Mariana, bien que gardant encore de la douleur, commençait à découvrir que parfois, l'aide venait de là où on l'attendait le moins. Dimanche matin, Ernesto quitta la maison tôt, sans rien dire à Laetitia. Il marchait d'un pas lourd, comme si chacun de ses pas portait le fardeau des dernières années. Il arriva à la paroisse du quartier, un temple aux murs anciens ornés de fleurs fraîches, où les cloches sonnaient pour appeler à la messe. Il n'était pas un homme assidu à l'église, mais cette fois-là, il ressentait un besoin différent, un vide qui appelait une réponse. Il s'assit sur l'un des bancs du fond, presque caché dans la foule. Le murmure des prières l'enveloppait, et pour la première fois depuis longtemps, il baissa la tête avec humilité. Son esprit ne cessait de lui ramener l'image de Mariana. Son visage ferme au marché, ses paroles chargées de tristesse, la façon dont elle s'était éloignée sans rancune, mais avec une douleur évidente. L'homélie de ce jour-là fut prononcée par un jeune séminariste. Ernesto écoutait distraitement jusqu'à ce qu'il reconnaisse la voix. C'était Javier, l'ami de Mariana. Ses paroles semblaient s'adresser directement à lui. Le pardon n'est pas toujours facile. Souvent, nous préférons porter le fardeau de l'orgueil plutôt que de reconnaître nos erreurs. Mais Jésus nous enseigne que l'orgueil est une chaîne qui nous lie à la souffrance. Ce n'est que lorsque nous avons le courage de demander pardon et d'accepter la vérité que nous trouvons la paix. Ces phrases résonnèrent dans le cœur d'Ernesto.
Il sentit une brûlure dans ses yeux, comme si des larmes voulaient couler mais se retenaient. Il regarda autour de lui, craignant que quelqu'un l'observe, et baissa la tête. Javier continua d'une voix ferme. Il ne s'agit pas d'oublier ce que nous avons mal fait, mais de le reconnaître et de le transformer en un nouveau chemin. Si nous laissons l'arrogance gouverner, nous perdons ce qu'il y a de plus précieux. La famille, l'amour, l'espoir. Ernesto serra les poings. Son esprit se remplit de souvenirs. La nuit où il avait chassé Mariana sous la pluie, les disputes avec Laetitia, le silence pesant dans sa maison. Chaque scène était comme un couteau s'enfonçant dans sa conscience. Après la messe, il resta assis, incapable de bouger. Finalement, il osa s'approcher du séminariste. Javier le reconnut immédiatement. « Don Ernesto » dit-il d'un ton respectueux mais sérieux. « Je vous ai écouté. Vos paroles semblaient s'adresser à moi », avoua-t-il d'une voix tremblante. Javier le regarda fixement. « Elles n'étaient pas seulement pour vous, mais je suis heureux que vous les ayez prises au sérieux. Le pardon n'est pas un discours, c'est une décision. Et cette décision change des vies. » Ernesto baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas si ma fille pourra me pardonner. Je ne sais même pas par où commencer. Commencez par reconnaître le mal que vous avez fait, avec humilité, sans excuse. Dieu fait le reste, » répondit Javier en posant une main sur son épaule. Ce geste suffit pour qu'Ernesto ressente un mélange de honte et de soulagement. Il sortit de l'église, le cœur agité, comme s'il avait reçu un coup et une étreinte en même temps. Durant les jours suivants, il réfléchit en silence. Chaque fois que Laetitia essayait d'imposer ses caprices, son esprit s'éloignait vers Mariana. Le contraste était insupportable. La frivolité de sa femme contre la dignité silencieuse de sa fille. Un soir, pendant le dîner, Laetitia remarqua sa distraction. Encore avec cette mine renfrognée. « À quoi penses-tu maintenant ?» demanda-t-elle agacée. « À ma fille » répondit Ernesto avec fermeté. « Ça suffit, Ernesto. Si tu ne peux pas la laisser partir, tu ne pourras pas maintenir ce mariage. » Les mots qui l'auraient autrefois paralysé ne lui firent pas peur cette fois. Au contraire, il ressentit une nouvelle clarté. Il était en train de perdre ce qui comptait vraiment pour maintenir une relation qui lui consumait l'âme. Cette nuit-là, en se couchant, il ferma les yeux et osa prier, ce qu'il n'avait pas fait depuis la mort de sa femme. « Seigneur, donne-moi le courage de réparer ce que j'ai détruit. » Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une lueur de paix. Ce n'était pas la solution définitive, mais le début d'un chemin qu'il devait parcourir. L'aube à Zapopan baignait la basilique de Tondoré. Les cloches sonnaient pour appeler les fidèles, tandis que les pèlerins arrivaient avec des fleurs et des bougies. Ernesto, d'un pas incertain, avançait dans la foule. Son cœur battait la chamade. Chaque tintement semblait lui rappeler le poids de ses fautes. Il avait décidé de franchir le pas qu'il redoutait tant, chercher Mariana et lui demander pardon. Il l'avait appelée la veille, la voix tremblante. « Ma fille, j'ai besoin de te voir. Pouvons-nous nous retrouver demain à la basilique de Zapopan ?» avait-il demandé, presque suppliant. Mariana avait hésité, mais avait finalement accepté. « D'accord, papa, je serai là. » Maintenant, debout devant les marches, Ernesto la vit approcher. Mariana marchait avec sérénité, vêtue simplement, mais avec une prestance qui témoignait de la force acquise au cours des derniers mois. Son regard était ferme, sans rancune, mais aussi sans la tendresse d'antan. « Bonjour papa » dit-elle en gardant une certaine distance. « Bonjour ma fille » répondit Ernesto en avalant sa salive. « Merci d'être venu. » Ils entrèrent ensemble dans le temple. L'odeur d'encens imprégnait l'air, et la lumière qui traversait les vitraux peignait de couleur les murs anciens. Ils s'assirent sur l'un des bancs de devant. Ernesto prit une profonde inspiration, cherchant le courage. « Mariana, je sais qu'aucun mot ne peut effacer ce que j'ai fait. Je t'ai manqué en tant que père. Je t'ai laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi, et j'ai fait le mauvais choix. Il n'y a aucune excuse. Je ne peux que te demander pardon, » dit-il, la voix brisée. Elle le regarda en silence. Ses yeux s'humidifièrent, mais elle ne parla pas tout de suite. Ernesto continua. « J'ai appris que l'orgueil ne fait que détruire. Et moi, j'ai détruit notre foyer.
Je te demande de me donner une chance de réparer, ne serait-ce qu'un peu, le mal que j'ai causé. » Un silence profond s'installa entre eux. Mariana baissa les yeux, se souvenant de cette nuit de pluie où elle était partie avec sa valise. La douleur était toujours là, mais aussi le souvenir des paroles de Javier. Le pardon ne signifie pas justifier, mais se libérer. Les larmes coulant sur ses joues, Mariana tendit les bras et serra son père dans ses bras. « Je te pardonne, papa. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que je ne veux plus porter ce poids. » Ernesto l'entoura de ses bras, sanglotant comme un enfant. Il sentit que cette étreinte était le premier signe de vie après un long hiver. Les pèlerins qui passaient à côté d'eux regardaient discrètement, certains émus, sans connaître l'histoire qui se déroulait à cet instant. Quand ils se séparèrent, Mariana ajouta « Ce ne sera pas facile. Tu devras prouver par des actes ce que tu dis aujourd'hui avec des mots. »« Je le ferai, ma fille, je te le promets, » répondit Ernesto, la voix pleine de détermination. C'est alors qu'apparut Laetitia, qui avait suivi Ernesto sans qu'il le sache. Son visage était durci et son regard distillait la colère. « Te voilà donc, » dit-elle en interrompant le moment. « Je savais que tu ne pouvais pas lâcher le passé. » Ernesto se leva, lui faisant face. « Ce n'est pas le passé, Laetitia, c'est ma fille, et je n'ai pas l'intention de continuer à nier la chose la plus importante de ma vie. Si tu décides de la revoir, oublie-moi, » répondit-elle froidement. Le silence fut glacial. Ernesto baissa les épaules, mais n'hésita pas. « Alors, va-t'en, je ne peux pas continuer à perdre l'essentiel pour te faire plaisir. » Laetitia le regarda avec une fureur contenue et s'en alla, laissant derrière elle l'écho de ses talons sur le sol de pierre. Ernesto se rassit à côté de Mariana avec un profond soupir. « Aujourd'hui, j'ai tout perdu, ma fille, mais j'ai aussi tout retrouvé. » Mariana prit sa main et la serra doucement. « Tu n'as rien perdu, papa. Peut-être que tu commences à peine à le trouver. » À cet instant, à l'intérieur de la basilique illuminée, tous deux comprirent que la réconciliation n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Les jours qui suivirent la rencontre à la basilique apportèrent un calme différent. Pour la première fois depuis longtemps, Ernesto et Mariana partageaient des conversations simples, comme s'ils reconstruisaient un pont, pierre par pierre. Ils marchaient ensemble dans les rues de Guadalajara, achetaient des fruits au marché et s'arrêtaient même pour écouter les mariachis sur la place, se remémorant les temps où la musique faisait partie de leur vie de famille. Chez Tante Rosa, l'atmosphère changea également. Bien que la maladie persiste, son visage s'illuminait en voyant la réconciliation entre le père et la fille. « C'est ce que j'ai toujours voulu », dit-elle un après-midi en les regardant préparer le dîner. La famille unie, sans rancune. Mariana sourit avec tendresse, posant des tortillas chaudes sur la table. « Merci d'avoir été notre refuge, tante. Sans toi, je n'aurais eu nulle part où tenir bon. » Rosa prit la main de sa nièce, puis celle d'Ernesto, les serrant fort. « Dieu n'abandonne jamais, mes enfants. Parfois, il nous met à l'épreuve pour que nous apprenions ce que nous ne voulons pas voir. » Ernesto, les larmes aux yeux, répondit « J'ai dû presque tout perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. » Le changement en lui était évident. Il avait laissé derrière lui la dureté et le silence qui le caractérisaient depuis son mariage avec Laetitia. Maintenant, il parlait avec humilité, demandait pardon avec sincérité et cherchait des moyens de prouver son amour par des actes. Il accompagnait Mariana à l'université quand il le pouvait, apportait de la nourriture chez sa belle-sœur et surtout, il était présent. Un après-midi, alors qu'il marchait sur la place, Mariana s'arrêta et regarda son père. « Papa, sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas que tu m'aies chassé, ni même les paroles de Laetitia. C'est de sentir que je ne signifiais rien pour toi. Tu te trompais, ma fille, tu signifies tout. J'ai été un lâche de permettre à l'orgueil et à la peur de me dominer. Mais grâce à toi et à ce que tu as vécu, j'ai appris que Jésus enseigne à valoriser l'essentiel, la famille, l'amour, le pardon. » Tous deux gardèrent le silence un instant, tandis que la musique d'un mariachi remplissait la place d'un air joyeux. C'était comme si la ville célébrait aussi cette réconciliation. Avec le temps, Mariana termina ses études d'infirmière.
Le jour de sa remise de diplôme, Ernesto était là, assis au premier rang, les yeux brillants de fierté. Lorsque sa fille monta sur scène pour recevoir son diplôme, il applaudit de toutes ses forces, sentant que chaque sacrifice et chaque larme en avaient valu la peine. En la serrant dans ses bras après la cérémonie, il lui murmura « Ta mère serait fière de toi, et moi aussi je le suis. » Mariana, les larmes aux yeux, répondit « Merci papa, cette réussite est aussi la tienne, parce que maintenant tu es vraiment avec moi. » Leur histoire n'a pas été parfaite ni facile, mais elle a été réelle. Ils ont appris que les blessures les plus profondes peuvent guérir quand il y a de l'humilité et un amour véritable. Ernesto a compris que Jésus n'enseigne pas avec des mots vides, mais avec des leçons dures qui transforment le cœur. Et Mariana a compris que pardonner n'était pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Et ainsi, au milieu des rues pleines de vie, au son des cloches et dans les couleurs vibrantes du Mexique, l'enseignement final est resté gravé. La famille peut se briser, mais elle peut aussi renaître s'il y a la volonté de changer. Cher ami qui as écouté cette histoire, souviens-toi toujours que le pardon est un cadeau, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'offre. Avant de vous quitter, je veux vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour continuer à découvrir des récits qui touchent le cœur et nous rappellent ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, car une autre histoire pleine d'émotions et d'enseignements que vous ne voudrez pas manquer vous y attend.